2006, la famille Grelletti-Boviel offre à la ville de Meudon la collection rassemblée par Christian Grelletti-Boviel, décédé prématurément. Ce don de 33 œuvres représentatives de l'évolution de la peinture de paysage en France de la fin du XVIIIe siècle au milieu du XXe siècle incite le musée d'art et d'histoire à créer en son sein un département consacré à ce genre pictural qui inspira les artistes durant plus d'un siècle. L'évolution de la peinture comme genre mineur jusqu'à son autonomie complète et l'école de Barbizon peut se résumer en 3 ou 4 grandes étapes. Vous avez tout ce qui est à peu près avant 1780, où la peinture est une peinture plutôt d'histoire avec sujet de paysage dans le fond, à l'avant et à être le genre autonome. Ici, vous avez cette période qui est illustrée par Lazare Bruandet, par exemple, 1780. L'objet, pour lui, est de rendre le paysage tel qu'il l'idéalise, ce n'est pas encore tel qu'il le ressent. L'étape suivante, c'est plutôt 1817 avec la création du premier grand prix de paysage de peinture historique, qui est dû à Pierre-Henri de Valenciennes, grand théoricien dans ce domaine, grâce auquel les artistes peuvent se rendre à Rome. Le premier, c'est Michalon. Dans cette période-là, la peinture, le paysage lui-même, n'est pas encore totalement autonome. Il y a encore toujours un petit sujet qui rappelle la période précédente, mais c'est à partir du retour de l'Italie, de Michalon, 1822-25, par là, enfin toute cette période jusqu'à 1830, que le paysage acquiert son autonomie complète. Vous avez ici au musée un peintre comme Paul Huet qui est un bon représentant de cette période. Autour de 1830, c'est le romantisme qui gagne le paysage, et l'objet alors à ce moment-là est de représenter ces sentiments mais dans un contexte plus romantique, ce qui n'est plus le cas dans la période d'après avec Dupré, Diaz et de la Peña qui sont aussi présents ici, où l'objet est plutôt de représenter ses sentiments propres, d'exprimer son sentiment. Ce qui est important de comprendre, c'est que jusqu'à 1817, et même pour certains peintres jusqu'à 1850, toutes les études qui sont peintes dans la nature ne sont pas des tableaux, mais ne sont que des gammes, comme au même titre qu'un pianiste, c'est un entraînement pour la main, pour la mémoire, pour l'œil, c'est un moyen de perfectionnement, de restitution des matières, mais c'est tout, et on ne l'expose pas. C'est notre œil contemporain ensuite qui va modifier la donne, et à partir de 1850, c'est le rayonnement complet de l'école de Barbizon. Vous avez des gens comme Corot qui ne sont malheureusement pas présents ici, mais vous avez un Rousseau, par exemple, ici, qui illustre cette période de la peinture de paysage, où le paysage a son autonomie complète. On peint un paysage, pour ce qu'il représente, pour ce qu'on a envie de lui faire dire. Ça évolue évidemment tranquillement vers le réalisme avec des gens comme Courbet ou les peintres indépendants que l'on qualifiera plus tard d'impressionnistes. 1874, c'est une année clé dans l'histoire de la peinture de paysage. En effet, c'est en 1874 qu'a lieu la première exposition impressionniste chez le photographe Nadar. Le groupe se constitue autour de Renoir, Monet, Sisley, Lépine, Boudin, Guillaumin, Caillebotte et Le Bourg qui les rejoindra un peu plus tard. L'impressionnisme, c'est l'école du plein air, c'est l'école de l'eau, de ses miroitements, de son dialogue avec le ciel, mais c'est aussi l'école de la terre, de sa densité, de son épaisseur. L'impressionnisme se fonde sur une expérimentation optique. Le peintre peint ce qu'il voit, ce que sa rétine enregistre. Mais la difficulté, c'est qu'ils veulent peindre le fugace, l'instantané, un rayon de soleil, un coup de vent dans les branches. Là, il faut peindre vite. Et pour peindre vite, ils abandonnent le dessin, libèrent la touche et la matière picturale se révèle. Alors que faire après l'impressionnisme? C'est un courant qui avait atteint des sommets inégalés dans le naturalisme. Les artistes de la génération suivante, 1890-1905, gardent la figuration comme référence essentielle. Pour autant, on peut dire que le post-impressionnisme tourne le dos à la peinture objective, extérieure à la nature, pour privilégier une approche plus personnelle, plus subjective.
On pourrait citer par exemple des peintres comme Sérusier, Chabas, Émile Bernard, Gauguin, qui à Pont-Aven vont peindre des paysages synthétiques. Les images sont formées de dessins cernés de noir avec des aplats de couleurs. Mais on pourrait aussi citer les vies ensoleillées de la Côte d'Azur, traitées en petits points avec la division du ton tel qu'il a été théorisé par Seurat et Signac. Mais je pense aussi à la nature quasi mystique réalisée par Maurice Denis. Puis c'est le temps des avant-gardes. 1905, 1920, là, on peut dire que la peinture de paysage n'est plus cette fenêtre ouverte sur le monde réel. Les artistes s'expriment différemment. Les fauves libèrent la couleur jusqu'à la choisir d'une manière totalement arbitraire. Les cubistes vont déconstruire puis recomposer le paysage en des formes géométriques. Certains artistes comme Estève, Manessier vont jusqu'à supprimer, renoncer à l'observation directe de la nature. Alors est-ce à dire que l'art moderne est dans une quête d'une définition abstraite de la peinture ? La question reste posée.